Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première émission de la matinale des Ops. Voilà, salut Baudouin, salut Eric, merci de vous réveiller avec moi. Voilà, je ne sais pas si vous êtes matinaux, si vous avez l'habitude de vous réveiller tôt. Voilà, moi ça dépend un peu des fois, mais voilà, là je me réveille avec plaisir, je suis un petit peu à l'arrache. Salut Thomas également. Donc voilà, mais j'ai préparé quelques petites choses. Voilà, c'est un petit peu le pilote, c'est un peu une petite un peu expérience, on va dire, pour voir si j'arrive à tenir le choc. Alors tiens, je me rends compte déjà que j'ai pas mis la bonne caméra, donc ça on va changer ça tout de suite, comme quoi je suis pas encore bien réveillé. Allez hop, voilà, ça va être un petit peu plus sympa comme ça, un peu meilleure qualité d'image, vous allez pouvoir me voir sans voir le bordel. Vous avez pu voir que que j'ai à peine fait mon lit derrière moi. Mais voilà, alors voilà, on est parti, on recommence. Alors, ah oui, alors Thomas, tu fais des travaux chez toi. Bon, bah, j'écoute, moi j'ai des travaux aussi sur ma terrasse. Je sais pas si ça est-ce que ça t'empêche de travailler? Est-ce que ça fait beaucoup de bruit? Parce que moi j'ai un gros problème, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce show de 8 à 9, c'est parce que j'espère que les travaux vont pas encore commencer. Alors c'est pas chez moi qu'ils font des travaux, mais c'est juste ils refont toute la façade, donc ils ont cassé toute la façade d'abord. Enfin bref, c'est tout un bazar et c'est vrai que c'est assez pénible et ça, c'est des choses qu'on oublie, hein. Le télétravail, c'est bien, le fait de pouvoir travailler chez soi, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent perturber, surtout quand on fait des vidéos, des podcasts. Le contexte est pas forcément évident. Ah bah, c'est que de la peinture, ça va. Après, c'est jamais très agréable non plus d'avoir, des gens chez soi, la radio, ouais. Moi aussi, mettre de la musique, voilà, c'est un peu particulier. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Donc l'idée, le but de cette émission, c'est de parler d'Ops. Donc Ops, les Ops, qu'est-ce que c'est? C'est les opérations. Donc c'est vraiment cette partie du no-code qui nous intéresse plus spécialement chez Contournement et moi aussi à titre personnel, qui est vraiment de voir comment utiliser les outils d'automatisation, d'organisation de données, de formulaires, et cetera, pour se simplifier la vie dans son travail au quotidien, que ce soit en solo, que ce soit en équipe. Voilà, il y a plein de contextes différents. Moi, je pense que c'est, quelque chose qui peut servir à tout le monde. Énormément, évidemment, dans un contexte de TPE, PME qui doivent à tout prix se numériser, qui doivent arrêter, d'utiliser des formulaires papier, qui doivent arrêter d'utiliser des fichiers Excel, dégueulasses. Et puis, les associations aussi qui ont vraiment besoin évidemment de cette, transition digitale, comme on dit, vraiment de ce numérique qui peut aider à vraiment déployer leur action. Donc voilà, donc il y a plein d'enjeux. Là, je vois un petit peu que les gens qui sont là, vous êtes beaucoup, pas mal à bosser aussi en freelance sur ces sujets-là, donc au service potentiellement de clients un peu que j'ai évoqués. Donc voilà, donc l'idée, c'est ensemble de faire une petite veille, de commenter un petit peu plus spécifiquement tous les sujets qui vont concerner les outils d'Ops. En 1er lieu, je vais citer Airtable, Notion, Zapier et Make, mais il n'y a pas que. Petit à petit, on va s'intéresser aussi aux outils open source, ou proches de l'open source, on va dire, donc N8N, Baserow, NoCoDB. Salut Céline aussi qui nous rejoint, donc aussi une no-codeuse Ops chez Jelly Smack. Voilà, hein, donc c'est vraiment, donc n'hésitez pas, hein, moi ce qui m'intéresse, hein, beaucoup dans ce live, c'est d'échanger. Franchement, j'apprends beaucoup aussi au contact des gens, hein. Là, on a le projet du cercle des Ops, pardon, pas des Ox, c'est autre chose, du cercle des Ops qui fonctionne bien aussi, qui me permet aussi de beaucoup apprendre. Ça, c'est un peu un des trucs qu'il faut comprendre quand on fait de la formation, c'est que c'est facile de se trouver, de rester éloigné vraiment du terrain et du concret. Salut Rachid. Et donc voilà, donc moi je tiens vraiment, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais cette veille, c'est pour me forcer, enfin de faire cette émission, c'est pour me forcer à faire de la veille. Et dans le cercle des Ops, j'ai l'occasion de pratiquer, voilà, toutes les 2 semaines aussi, notamment les gens qui font partie du cercle le savent, hein, quand je fais du make, bah voilà, on voit que je suis pas forcément un expert de cet outil, mais je progresse aussi énormément. Euh, alors, désolé, j'ai un peu toussé, mouché aujourd'hui, c'est le début de l'hiver, hein, aussi, donc ça c'est un peu chiant. Hem Et alors ça, c'est un sujet, on peut en parler un petit peu tout à l'heure, Thomas. Donc les IA dans les ops, quels sont, les usages? Bah, si vous voulez, je le note, on peut en parler un petit peu tout à l'heure puisque évidemment, on va évoquer un petit peu, Notion, qui avec son annonce. Donc on en a un petit peu parlé, hein. Là, il y a certaines choses, je suis désolé, hein, il y a certaines choses, qu'on va évoquer, que j'ai déjà un petit peu évoquées dans le No Code Game, donc vous savez, cette émission qu'on fait tous les jeudis. Mais voilà, je vais, proposer un petit peu mon angle, ma vision sur ces choses-là.
Et puis on va voir ensemble, hein, c'est l'occasion un petit peu de brainstormer, et tout ça. Et bah, écoute, tu fais bien Rachid, hein, je sais que tu n'es pas loin. Tu as déjà, alors Rachid a passé il y a pas longtemps la ceinture noire de notre formation Airtable, donc théoriquement ça te donne accès, hein, au cercle des ops, mais Rachid a envie d'avoir tout le panel, je pense, des outils avant de venir affronter les challenges, et il y a aucun souci avec ça. Alors, le programme, très rapidement, alors je ne sais pas si à chaque fois ça sera structuré pareil, on teste quelque chose, mais donc l'idée, c'est d'avoir, bon là comme ça, les 10 premières minutes, un petit peu, on prend le café ensemble, voilà, j'espère. Je sais pas ce que vous buvez, moi je bois du thé, d'ailleurs je vous montre ici, j'ai une très jolie tasse. Je vous ai prévu ma plus belle tasse, donc ma tasse renard, que mes collègues de Simplon m'avaient offert à l'époque. Voilà, donc je sais pas si vous buvez du thé ou du café ou autre chose, parce qu'il y a des gens qui ne boivent ni l'un ni l'autre, ça c'est possible aussi. Donc voilà, donc la première, 20 minutes, une demi-heure, on va voir, on va faire la veille. On va passer sur les 4 outils que j'ai énumérés, puis on verra si vous avez des choses, des sujets à proposer, on peut en parler. Et puis dans la deuxième demi-heure, dans la deuxième, dernière 20 minutes, on va, peut-être s'intéresser plus spécifiquement à un outil ou à un sujet. Et cette semaine, j'ai envie de retester Baserow, que j'avais testé déjà dans un live d'ailleurs il y a 2 ans, je crois à peu près, il y a vraiment un moment. Et donc voilà, parce qu'on parle beaucoup des outils open source. Alors j'ai pas mal utilisé NMiten, mais par contre Baserow et NocoDB, je les ai testés qu'une fois chacun, pour faire des vidéos, et j'aimerais bien, voir, ce qu'ils sont devenus, d'autant que Baserow, bah, les gens étaient présents au NoCode Summit. C'est une société européenne, je crois qu'ils sont basés, aux Pays-Bas. Ils ont une personne, qui s'occupe du marché français. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être intéressant de revoir un petit peu plus. Donc voilà, on va regarder ça. Ça va être l'occasion. Ça sera une partie un petit peu plus visuelle, voilà, hein, juste un test, hein, vraiment un petit peu, en live. Voilà, et puis à la fin, j'aurai peut-être quelques news, à vous partager. On y va. Je vais ouvrir, les 4, donc j'ai 4 liens. Je vais vous les partager d'ailleurs si vous voulez. C'est les 4 liens. Hop, ouh là, alors ça va être un peu moche, non, alors on va les faire un par un. Alors c'est dommage, je copie-colle depuis Notion et ça copie malheureusement le markdown dans ma case, de texte, donc ça c'est un peu nul, donc ça va vous faire un truc dégueulasse si je le mets comme ça. Donc je vais les ouvrir et puis je vais vous les coller au fur et à mesure. Alors on va commencer par Airtable évidemment. Voilà, donc ça c'est la page qui indique les nouveautés d'Airtable. Je vais partager mon écran. Hop, on va partager juste un onglet pour l'instant. Non, attendez, on va faire ça différemment. Je vais sortir ça. Hop. On va partager une fenêtre parce que sinon ça va être pénible. OK, voilà. Et là, vous allez me voir par-dessus. Et voilà. Donc ça c'est la page des nouveautés d'Airtable. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors bon, alors déjà, il faut noter que c'est une vue Airtable qu'ils ont embed tout simplement, ils ne se sont pas cassés la tête. Donc vous verrez, hein, qu'entre les différents outils, à chaque fois, ils utilisent des manières un peu différentes. Alors, déjà, il y a un truc qui est dommage, c'est qu'ils parlent même pas, et donc toutes les news ne sont pas bien référencées là. Donc il faut, ça montre, hein, que la veille, c'est pas forcément évident à faire. La première chose dont je vais vous parler très rapidement, c'est cette news-là, la Connected Platform. Donc ici, c'est vraiment dans le What's New, il y a un peu tout, hein. Il y a les fonctionnalités, il y a, vraiment plein de choses, différentes. Et donc ça, la Connected Platform, c'est une annonce qu'ils ont faite. Alors, hop, voilà, donc après, en fait, ça renvoie vers des articles de blog. Alors, il y a un petit truc qui est dommage, c'est que je perds le chat quand je suis dans mes trucs, parce que j'ai pas mon double écran, mais c'est pas grave. Donc je regarderai de temps en temps. Mais donc ça, c'était la grosse news du mois d'octobre d'Airtable, et c'est une news qui je trouve est un peu, étrange dans le sens, c'est vraiment une news, c'est-à-dire qu'il y a pas c'est vraiment des choses qui vont arriver. Mais donc en gros, Airtable se présente désormais, enfin présente en tout cas, tout son écosystème d'applications, de scripts, d'API, et cetera, comme la Connected Apps Platform. Et ça, c'est vraiment, un signal assez intéressant, c'est-à-dire, donc on le voit, hein, c'est très, formel, il y a un petit trademark, et cetera. C'est vraiment pour dire aux sociétés, vous voyez, hein, parce que là, on part tout de suite dans le compagnie d'État, vous allez pouvoir créer des choses par-dessus vos applications. Par-dessus, et ça peut être en dehors ou ça peut être à l'intérieur d'Airtable.
Et donc ça, il y a plein de manières différentes de le faire. Donc c'est vraiment une news que je trouve très orientée entreprise, même si ces fonctionnalités, pour la plupart, seront accessibles, aux différents comptes, d'Airtable. Donc voilà, envoyer, ils mettent bien en avant, donc c'est des gens comme LinkedIn qui utilisent ces choses-là. Et donc ces nouvelles fonctionnalités, très rapidement. Donc le fait que les datas vont être vérifiées. Très franchement, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je trouve que la description n'est pas très claire, mais j'ai l'impression que c'est simplement vraiment de pouvoir, partager des données de manière un petit peu plus officielle entre différents pôles, d'une entreprise. Alors je ne sais pas si ça vous inspire autre chose, hein, n'hésitez pas à me dire. Data map, donc ça va être de vraiment plus visualiser l'ensemble de vos données. Donc pareil, on va voir, hein, ça va un peu tout et rien dire. Two-way sync, ça, c'est une news extrêmement intéressante, extrêmement importante. Alors pour l'instant, c'est un petit peu disponible déjà pour les entreprises et ça va être plus disponible. Two-way sync, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous le savez peut-être, actuellement, dans Airtable, il y a une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est arrivée l'année dernière, qui permet de synchroniser des bases de données. De synchroniser, en fait, plus précisément des tables entre différentes bases de données. Entre différentes bases de données Airtable, mais aussi entre différentes sources de données. Par exemple, vous pouvez synchroniser, une base ou des données de Salesforce directement dans votre Airtable. Jusqu'ici, c'était une synchronisation unilatérale, c'est-à-dire que les données ne faisaient que descendre. Donc quand vous modifiez des données dans la base de données source, eh bien, elles descendaient dans la base de données, synchronisée, mais pas l'inverse. Et donc là, ce qu'ils annoncent, c'est qu'il va y avoir l'inverse. Donc ça, c'est hyper intéressant. Interface designer, bon bah, ça existe déjà. Très franchement, on attend vraiment qu'il l'améliore parce que c'est quand même une fonctionnalité qui encore, vraiment laisse à désirer. Les permissions, ça c'est très important dans les entreprises, évidemment, pouvoir avoir une granularité beaucoup plus fine, de pouvoir gérer les permissions et notamment de pouvoir gérer les permissions au niveau des enregistrements, c'est-à-dire autoriser certains utilisateurs de votre base Airtable à ne pouvoir modifier que certains enregistrements, et à éditer certains enregistrements. Donc ça, c'est évidemment très important. Apps by Airtable, bah, évidemment, ça, c'est présent depuis longtemps. Alors les apps, ça a été renommé plusieurs fois, hein, voilà, il y avait d'abord les blogs, puis les extensions, puis maintenant ça s'appelle les apps, ou c'était l'inverse, je sais plus, je me souviens même plus d'ailleurs, on s'y perd, là-dedans. Mais donc, voilà, alors c'est peut-être quelque chose de différent d'ailleurs. Et custom build for ouais, alors c'est des apps plus poussées, je sais pas, voilà. Et la page d'accueil qui va être redesignée, ça, ils l'ont, déjà sorti pour certains comptes. Très franchement, c'est une modification vraiment mineure. Donc voilà, je vais pas, rentrer plus dans le détail. Bah oui, ouais, ils expliquent un petit peu plus, voilà, oui, ah oui, donc les verified data, c'est plutôt des bases de données déjà partagées, en fait, entre différents pôles que vous allez pouvoir avoir. Par exemple, la liste des employés de votre entreprise. Si vous êtes dans une très grosse entreprise, cette liste, il faut qu'elle soit à un endroit unique et si vous voulez l'utiliser dans votre projet, bah, vous allez pouvoir l'importer. Donc une espèce de librairie comme ça de données, donc voilà, qui sont transverses à toute l'entreprise. Data map, on va juste regarder. Alors ça, c'est assez joli, effectivement. Ça va permettre de bien mieux, mapper. Alors il y a déjà une extension, hein, qui existe, qui permet de faire des petites cartographies des liens entre vos bases de données, mais là, ça a l'air d'aller, beaucoup plus loin et puis voilà, le reste, on va pas aller plus loin. Ça, c'était un petit peu les news d'Airtable et salut Muriel qui se joint à nous. Voilà, donc très rapidement, alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Moi, il y a un autre truc que je voulais vous partager pour Airtable, c'est les bases de données. Alors, est-ce qu'ils ont où sont les, je vais revenir, alors ils en ont parlé dans leur blog, je crois. Dans leur blog qui s'appelle For the Record. Où est-ce que c'est? Heu, non, c'est pas là. Product updates peut-être. Non, c'est marrant. Alors les bases de données, il y a eu des nouveautés, mais je sais pas où elles sont, annoncées. C'est très, bon bref, je vais pas c'est pas grave, on va attendez, je vais juste, rechercher ça rapidement. Bon, en gros, ce qu'ils ont annoncé, c'est, de toute façon, j'en ai parlé déjà, jeudi, hein, donc je vais pas trop redire. Mais ils ont annoncé un truc qui est très important, c'est la possibilité de générer des tokens beaucoup plus fins qu'il y a actuellement. Donc ça, je le répète encore une fois, hein, j'en ai parlé jeudi, mais je le répète vraiment, faites-le. Je vais vous retrouver d'ailleurs, je vais retrouver le lien, comme ça je vais vous montrer comment ça marche, parce que peut-être que ça va être plus intéressant, parce que moi je me le suis noté, parce que ça c'est quelque chose que l'on doit faire en place aussi absolument, c'est de se créer des tokens plus précis. Hop, donc ça c'est l'URL, je vais vous mettre l'URL ici. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir.
Et donc ça, c'est dans la partie développeur. Vous allez pouvoir vous créer des personal tokens. Et ces personal tokens, ils vont permettre d'accéder à vos données à travers l'API, mais de manière beaucoup plus fine, puisque actuellement, vous le savez, quand vous allez dans votre compte, vous avez une clé unique qui donne accès à tout votre API, à toutes vos données, et donc ça, c'est assez pénible. Donc comment ça fonctionne? Ici, on donne un nom. Donc par exemple, je pourrais le dire, donc ça pourrait être Software Cercle des Ops. Comme ça, je crée une clé unique qui va être que dans Software. Le scope, très important, qu'est-ce qu'on peut faire? Read, write, voilà, et donc là, il y a des choses très précises, vous voyez, hein. Donc par exemple, on va mettre, effectivement qu'on peut lire les données, qu'on peut, les écrire, qu'on peut, les commentaires et cetera, on s'en fout. La structure de la base de données, oui, même si je pense que, Software n'en a pas forcément besoin. Écrire dans la structure de la base de données, non, par exemple. Je veux pas que Software puisse potentiellement modifier mes champs et manager les webhooks, pas la peine non plus. Donc vous voyez, donc c'est assez fin et je pense qu'ils vont rajouter en plus, qu'ils vont affiner ce scope de plus en plus. Et ici, où est-ce que ces permissions vont aller? Donc soit sur tout le workspace, soit sur tous mes workspaces, donc ça c'est comme le token actuel, donc ça vraiment, n'utilisez pas ça, c'est vraiment, ça va à l'encontre de l'intérêt de cette fonctionnalité. Même dans un workspace entier, vraiment allez chercher la base qui vous intéresse. Donc là, voilà, base, cercle des ops. Alors vous pouvez mettre plusieurs bases, mais voilà, et donc là je vais avoir mon token, et ici, j'ai mon token, donc voilà, je ne vais pas le copier-coller parce que j'en génère un autre évidemment. Mais bon, voilà, ça c'est tout l'intérêt pour moi qui fais des vidéos. C'est vraiment super parce que j'ai régulièrement partagé sans faire exprès mon token dans des vidéos. Et donc voilà, donc c'est un peu pénible parce que potentiellement, elle donne accès à des données assez sensibles, notamment des listes d'adresses email, etc., qu'on ne veut absolument pas faire fuiter. D'ailleurs, merci à tous ceux qui régulièrement me disent: «Ah bah tiens, là, pendant une demi-seconde, on voit ta clé», parce que ça m'a permis de sauver quelques fois, je pense, de nombreux ennuis. Voilà, donc ça, c'était Airtable, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Bonjour aux gens qui nous rejoignent, hein, d'ailleurs, hein, donc c'est la matinale des ops, n'hésitez pas à nous dire bonjour. Voilà, on commente un petit peu les news très rapidement. Alors, ça, c'était les news d'Airtable. Chez Zapier, c'est au niveau de leur blog. Donc voilà, ça, c'est comme ça que ça se présente, les news chez Zapier. Hem, Très franchement, il y a rien d'intéressant. Par contre, en fait, ils présentent tout le temps nouvelles intégrations, interrogations, je suis encore, pas réveillé, qui fournissent, alors c'est souvent des outils qu'on connaît pas, hein, d'ailleurs, mais vous voyez qu'il y en a tout le temps énormément. Donc voilà. Donc on va pas, commenter ça. Pour les grosses annonces qu'ils ont fait à leur conférence, je vous invite vraiment, à regarder la vidéo que j'ai fait sur notre chaîne YouTube. Je vais pas tout refaire, là, j'en ai déjà pas mal parlé, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, donc voilà, dans les updates, chez Zapier, très franchement, c'est assez statique. Il y a quand même pas, souvent des nouvelles fonctionnalités. Là, il y a eu quelques belles annonces, mais sinon, leurs updates, c'est toujours des nouvelles intégrations, et il y en a énormément, hein, donc ça, c'est quand même pas mal. Chez Notion, c'est pas une page Notion, qui annonce leurs news, c'est aussi un blog, voilà, qui partage les nouvelles releases très régulièrement. Alors pour répondre à Rachid sur Zapier, les Zapier Tables, donc qu'ils ont annoncé à Zapier Connect, sont accessibles en bêta. Malheureusement, j'ai toujours pas accès à la bêta. J'ai fait la demande, peut-être un peu tard d'ailleurs, je crois que je me suis réveillé un peu tard, mais donc je l'ai fait. Évidemment, je vous tiendrai au courant, dans une matinale ou même peut-être dans une vidéo un peu spécifique sur notre chaîne YouTube. Voilà. Ah, tu as accès toi à la ah bah, dis donc, alors il y a des privilégiés, hein, ici, hein. Et bah, écoute, tu l'as pas encore testé, c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir. Bah, je sais pas comment je me suis débrouillé. Que tu as eu accès, tu t'es inscrit à la bêta, c'est ça? Ou enfin, comment t'as fait? Dis-nous tout. Je suis un peu vexé parce que je suis quand même, expert, certifié Zapier, et puis j'ai pas eu l'accès. Mais je sais pas, peut-être que j'ai accès d'ailleurs, je sais pas. Non, je crois pas quand même, hein. Ah, tu as reçu un mail qui te l'a proposé carrément. Bah, disons que là, c'est vraiment le niveau, absolu, quoi. Ils sont venus te chercher, ils ont dû voir que tu avais un niveau, de qualité. Bah, écoute, non, bah, c'est cool. Je pense que du coup, ça va arriver. Moi, je suis assez patient après sur ces choses-là, mais je vais aller quand même vérifier, voir s'il y a moyen. Et puis voilà, bah, écoute, hésite pas à jeter un œil, et puis mardi matin, prochain, tu pourras nous dire un petit mot, là-dessus, donc voilà, on pourra en parler. Mais en fait, toutes les trucs, ce qu'il faut savoir pour Zapier, c'est que tous les trucs qu'ils ont annoncés, pendant leur Zapier Connect
sont actuellement apparemment accessibles indépendamment, en bêta. Donc il y a les tables, donc des mini bases de données à l'intérieur de Zapier et les interfaces aussi et apparemment tout est déjà accessible en bêta. Voilà, parce qu'ils ont dit que ça sortirait que l'année prochaine et tout, mais apparemment tout est quand même donc c'est pas juste un effet d'annonce pour dire: «On va le faire», quoi. Donc voilà. Bah, écoute, si tu peux me forwarder l'email, peut-être qu'il y a moyen de gratter, peut-être s'il y a moyen de gratter un petit truc, écoute, je veux bien parce que comme ça je pourrais vous en parler, dans les semaines qui viennent. Alors revenons sur Notion du coup. Alors oui, effectivement, c'est vrai que chez Notion, ils publient souvent les fonctionnalités un peu avant. Ils donnent la primeur à leurs ambassadeurs et tout et puis après ils mettent à jour leur page. Donc heu, donc voilà. Alors, la grosse news, alors il y a plein de petites news, d'ailleurs j'avais trouvé ça, rigolo, Thomas sur ta chaîne Twitter, tu disais que en dehors des grosses news, il y avait très, très régulièrement des petites news un peu sympas, sur Notion dont ils parlent même pas forcément ici. D'ailleurs si je descends un peu, ouais, il y a plein de choses qui voilà, en fait, souvent, ils font un peu des paquets groupés, quoi, mais par exemple, enfin, maintenant, il y a pas mal de nouveautés. Alors, on va revenir sur le truc, de l'intelligence artificielle, hein, pour terminer. Mais donc là, au niveau des ils ont ajouté pas mal de la possibilité de mettre des icônes un peu partout dans les tables, dans les vues, pardon, dans les tables, évidemment, enfin, c'était déjà le cas, mais ici dans les vues, donc ça c'est assez intéressant et aussi au niveau comme Thomas l'avait montré, au niveau aussi des champs carrément et donc en fait maintenant on peut avoir des champs qui n'ont juste qu'une icône et ça peut être assez pratique, je trouve notamment pour les cases à cocher, où comme ça on peut réduire bien la colonne et ça peut être assez joli. Voilà comme tu avais partagé, Thomas, je sais pas si tu veux mettre le tweet où tu partageais ça à la limite je pourrais regarder quoi. Donc voilà un petit peu, et alors donc la grosse news, évidemment, l'intelligence artificielle. Alors, on en a pas mal parlé dans le No Code Game et puis après, on en a parlé aussi le soir, donc dans le live qu'on a fait avec Théo et Benoît. Donc, n'hésitez pas à regarder, hein, ça c'est sur la chaîne YouTube de Théo. Donc, on va parler un petit peu plus au niveau du contenu, un peu avec un angle un petit peu web et Webflow, etc. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. On en a parlé, qui permet de générer du contenu, notamment, qui permet de faire de la traduction, qui permet de donc on a un peu, ici, des exemples. Donc c'est vraiment un assistant qui va vous permettre moi j'ai trouvé en tout cas que c'était surtout sur la notion de contenu, quoi. On lui met quelques mots et puis il développe éventuellement un paragraphe, des choses comme ça. Hem, voilà. Alors vous pouvez cliquer, moi je peux pas cliquer en fait, sur le tweet, ça c'est un peu con, mais attendez, je vais retrouver ici, hop. Si vous voulez voir, là, non, je vais vous montrer très rapidement. Hop là. Ce que j'évoquais juste avant, comme ça on fait un petit peu de pub pour Thomas, n'hésitez pas à le suivre, très, très prolifique sur Twitter. Voilà, donc là, les petites icônes ici, sur les colonnes, je trouve que c'est, vraiment assez pratique et je trouve ça assez joli parce que ça permet vraiment de réduire parce que quand on met du texte, bah, du coup, si on réduit, on voit plus ce qu'il y a dans le texte, c'est pas forcément explicite. Donc ça, c'est assez cool, quoi. Voilà, donc sur l'intelligence artificielle, justement, Thomas, qu'est-ce que tu te disais que potentiellement pourrait aider sur la partie ops, quoi? Si on réfléchit un peu, ensemble, hem, moi j'avoue que j'ai vraiment vu ça comme, sur du contenu, donc voilà, je sais pas si vous, ça vous inspire des choses qui sont possibles de faire ou peut-être que Notion pourrait ajouter, quoi. Ça pourrait être, intéressant. Donc clairement, ouais, pour le contenu. Donc, par exemple, est-ce que ça pourrait aider à faire de la documentation? Ça, c'est un truc, je me dis, qui pourrait être pas mal, c'est que forcément, c'est assez pénible de faire de la documentation. Personne n'aime ça. Notion, c'est un outil qui est super adapté, je trouve, pour documenter, par exemple, ses workflows, ses ops, etc. Est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à faire ça, quoi? Ouais, générer les tables, effectivement, ça peut être pas mal pour des tables d'exemple aussi. Apparemment, je crois qu'il y avait un exemple, genre tu peux lui dire, «Génère-moi une table, la liste des pays», par exemple et puis tu peux avoir comme ça des bases de données, déjà pré-remplies, quoi. Alors attendez, je vais me moucher, je vais couper mon micro.
vous laisse brainstormer en même temps, réfléchir un petit peu à ça. Mais ouais, il y a pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que tu as accès, toi, Thomas, parce que donc c'est aussi en bêta privée, donc alors je sais pas trop qui peut faire la demande ou pas, j'avoue, je me suis pas précipité non plus. Bah si, non, d'ailleurs, oui, non, je dis des bêtises, je me suis inscrit et en fait, on a c'est une file d'attente virtuelle et on a un numéro dans la file d'attente, je sais plus trop où j'en suis dans. Est-ce que je peux voir où j'en suis d'ailleurs si je clique ici pour voir le. Je crois que je vais le voir si je clique ici. Non. Ah si, je suis en position 16 000. Non, 162 207 dans la file d'attente. Donc il y a un peu, je pense qu'a priori j'ai un peu de temps encore avant d'avoir accès. Bah voilà, on va suivre ça et puis voilà, ça c'est le genre de choses quand j'aurai accès, bah, on fera des petits tests ensemble justement le matin. Passons sur Make, dernière chose avant d'aller tester un petit peu Base Raw. Donc dans Make, il y a eu pas mal de nouveautés. Donc eux, ils tiennent assez bien à jour d'ailleurs. Je trouve leur log, là, on est vraiment dans des release notes, un peu comme des développeurs. Donc dès qu'il y a des nouveautés, ils les partagent. Ils partagent sous la forme donc les améliorations et aussi les bugs qu'ils ont corrigés. Donc ça, c'est aussi vraiment intéressant à savoir. Alors, ils ont annoncé dans un email un petit paquet de mises à jour. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. La première mise à jour, les scénario inputs. Donc, si vous faites du make, donc make, outil d'automatisation, les automatisations démarrent toujours par un déclencheur. Et ce déclencheur, donc, qui peut être, par exemple, quand vous recevez un nouvel email, vous allez déclencher une séquence d'actions. Ça peut être très compliqué à tester si vous n'avez pas l'événement qui se produit. Et donc là, avec ici les scénarios inputs, en fait, vous allez pouvoir vous-même spécifier manuellement des données qui vont servir à démarrer votre scénario. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'on pouvait déjà un peu faire avant en bricolant. Voilà, c'est quelque chose que Lilian d'ailleurs a documenté dans notre formation. Mais là, ça permet de le faire proprement. D'ailleurs, pour ceux qui auraient vu le webinar qu'on avait fait avec Shubham, il y avait Louis, Amandine et puis Benjamin de chez Make. Shubham m'avait montré quelque chose aussi un petit peu comme ça pour pouvoir injecter des données dans des webhooks, etc. Donc, c'était un peu l'astuce un peu pro qu'il avait montré. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ça si vous faites du make. Si vous regardez ce matin, je suppose que vous faites du make. Voilà, ça peut être assez intéressant. Attendez, très rapidement, je vais finir vite fait, puis on va revenir un petit peu sur le point de Thomas. Donc après, ça c'est le on-demand scheduling, ça c'est plus pour pouvoir déclencher un scénario avec une API ou avec un clic sur le bouton. Donc voilà, ça c'est pas mal, parce qu'en fait ça permet d'avoir un scénario actif, mais sans forcément qu'il se déclenche. Il n'y avait pas ça avant. Et donc on peut run aussi des scénarios via API. Donc ça peut être très intéressant. Donc c'est différent du webhook, hein. C'est vraiment en utilisant l'API de Make, vous allez pouvoir dire à un scénario que vous avez fait, qui se déclenche normalement à des heures fixes, bah, vous pouvez le déclencher via des API, donc suivant un événement qui pourrait venir d'ailleurs, quoi. Bon, on est dans des choses un peu méta, mais voilà. Alors, je ne vais pas remonter tout évidemment, hein, mais ça, c'est vraiment voilà, des petites news très intéressantes. Donc voilà, au niveau de Make, on est aussi, l'outil progresse très rapidement. Alors, donc on peut envisager un workflow de travail dans lequel tu te filmes en train de réaliser une tâche et l'intelligence artificielle s'occupe de faire le transcript. Effectivement, donc apparemment Whisper d'ailleurs c'est une super, ça marche vraiment bien. Bon, du coup on en a parlé un petit peu l'autre fois pendant le live avec Théo. Après j'avais regardé un peu et apparemment c'est vraiment une des meilleures, il me semble que c'est toi aussi qui le disais Thomas, c'est une des meilleures vraiment applications de transcription. Et puis ouais voilà, après essayer ouais, effectivement, ça peut être pas mal. Je pense que d'ailleurs, ça c'est une petite aparté justement sur la question de la documentation. Ça, je vous invite vraiment donc bon, à documenter, vos travails, vos workflows et cetera, évidemment. Mais une bonne manière de faire, moi je trouve que c'est de faire des vidéos. Nous, en fait, chez Contournement, on fait beaucoup alors on documente pas assez, hein, comme tout le monde évidemment, mais par contre, quand on documente, en fait, on fait des screencasts et les screencasts, c'est vrai que ça c'est pratique à faire en termes de documentation puisqu'il suffit de faire la manipulation qu'on veut documenter et puis on explique en même temps. À regarder, c'est aussi assez explicite. Par contre,
pour faire des recherches, c'est pas du tout pratique. Donc ça, j'aime bien cette idée, effectivement de Thomas, c'est documenter comme ça et puis en dessous avoir le transcript et puis éventuellement avoir le transcript résumé puisque ça, je crois que c'est une des fonctions, de le Notion AI. Donc ça pourrait être pas mal et puis éventuellement, voilà, utiliser les métadatas, catégoriser le texte pour que la page, comme ça, si on a plusieurs vidéos, un peu les organiser plus facilement. Effectivement, il y a quelque chose d'assez sympa à faire là-dessus, ouais, probablement. Alors effectivement, alors ça c'est bon, c'est un exemple un peu plus de contenu, je dirais. Donc hop, je vais afficher un petit peu, je vais utiliser cette super fonctionnalité de StreamYard. Ça c'est vrai que c'est un truc alors moi je fais pas mal de mails automatiques, évidemment, vous vous en doutez, hein, par rapport à nos différentes activités et c'est vrai que j'essaye souvent de faire des mails un peu personnalisés. Hem par exemple, enfin, en essayant d'utiliser mais bon, c'est personnalisé, c'est juste des if et des else, quoi. C'est-à-dire suivant certains contextes, donc déjà toujours utiliser le prénom évidemment pour un petit peu personnaliser et puis ensuite certaines phrases, je les change suivant le contexte. Par exemple, suivant là où la personne en est dans une de nos formations, elle a une phrase un peu différente. Mais très franchement, ça reste vraiment très rudimentaire. C'est vrai qu'avec de l'intelligence artificielle, pourquoi pas, essayer de faire un truc un peu plus sympa où on lui donne, vraiment la phrase et puis, après est-ce que ça ferait vraiment une différence? Peut-être. Peut-être si pour des séquences email, des choses comme ça, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Voilà, moi après j'ai toujours un peu, on en a parlé, dans le live avec Théo, j'ai aussi toujours un peu peur de ce truc de, voilà, laisser des robots écrire du texte à notre place. Pourquoi pas dans des contextes très fortement, SEO pour faire du référencement et cetera. OK, bon, bah, là, ça a du sens. C'est d'ailleurs un peu ce qu'essayent de faire des gens depuis des années. Moi, je me souviens qu'il y a très longtemps, je travaillais sur un projet, autour du voyage et donc on avait un site qui référençait toutes les auberges de jeunesse et donc j'avais fait un espèce de script qui générait des reviews de ces auberges, mais de manière un petit peu différente. Mais c'était juste, il y avait plein d'endroits dans la review qui étaient personnalisables et qui étaient aléatoirement changés. C'est sûr que si j'avais eu de l'intelligence artificielle, bah, j'aurais pu faire des textes qui étaient à chaque fois différents et vraiment différents, et parce que ça, c'est important pour le référencement, quoi. Donc, effectivement, tweet de démo, ouais, pourquoi pas générer des textes pour des cartes de remerciements. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je suis vraiment, très partagé là-dessus parce que je me dis aussi, déjà qu'on est devenus tous très flemmards, avec, bah et c'est une qualité, hein, pour un développeur ou pour un opérateur ou une opératrice pour quelqu'un qui fait des ops d'être flemmard, c'est bien parce que ça, c'est ce qui fait qu'on automatise et tout. Après, sur le contenu, par exemple, une carte de remerciement, je trouve que c'est là où il y a un peu, moment, si on a envie de remercier plein de gens en masse, mais qu'on n'a pas envie de se casser la tête à être ou écrire, bah, peut-être qu'on devrait juste pas le faire, quoi. Ou alors on écrit le même message à tout le monde. Mais bon, je sais pas, je dis ça en même temps, c'est un peu une remarque de vieux grincheux, mais je sais pas trop. Je suis un peu, partagé. C'est comme j'ai vu, il y a un service qui permet de d'écrire des cartes postales, d'envoyer des cartes postales par la poste, écrits à la main, en fait, mais écrits à la main par un ordinateur, quoi. Et en fait, j'en ai reçu une il y a pas très longtemps pour un service, je sais plus je sais plus, j'ai souscrit à un service en ligne et ils m'ont envoyé, hein, une carte et au début, j'étais content parce que franchement, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était écrit, donc c'est vrai que ça fait cet effet-là. Tu te dis: «Putain, la personne, elle s'est fait chier, elle m'a écrit un email, enfin, elle m'a écrit une carte» et en fait, en y regardant quand même de plus près, bah, c'était quand même plus ça se voyait que c'était écrit avec un ordi, quoi. Donc bon, pourquoi pas? Très franchement, mais en fait, c'est toujours un peu ce truc, c'est un peu comme quand vous faites, bah, je sais pas, par exemple, de la prospection. Vous savez, on reçoit plein de messages LinkedIn automatisés, des trucs comme ça. Moi, je trouve que des fois, il faut assumer qu'un truc est automatisé et donc il faut le dire. D'ailleurs, c'était je me souviens dans une formation de Germinal, il disait ça, il disait: «Des fois, jouez là-dessus, faites une petite blague et dites: "Oui, c'est automatisé"». En plus, nous, dans notre cas, par exemple, bah, nous, c'est ce à quoi on forme, d'automatiser, donc ça serait acceptable et de pas essayer tout le temps de faire croire aux gens qu'on leur envoie des trucs hyper personnalisés alors qu'en fait, on en envoie en masse à plein de gens, quoi. Je trouve que là-dedans, il y a un truc qui est un petit peu déceptif, voilà, auquel il faut faire attention, quoi. Mais bon, après, on comprend aussi la nécessité. En tout cas, d'un point de vue technologique, je trouve que tout ça, ce sont des choses absolument, passionnantes et vraiment, géniales qui existent. Mais après, il faut les utiliser avec parcimonie, quoi.
Ah oui, il y a quelqu'un qui a créé un bot, qui répond aux mails à sa place. OK, je regarderai. Bah, je sais pas, pourquoi pas, hein, franchement. Moi, j'avoue, je prends, plaisir, enfin plaisir, non, je prends pas toujours plaisir à écrire des mails, mais par contre, je trouve que c'est important des fois, d'écrire ses mails, quoi. Voilà, écoutez, on a fait le tour de la veille, on arrive, sur la deuxième moitié. On va passer sur Base Row très rapidement. Alors, il reste un peu moins de temps que ce que j'avais prévu, évidemment, voilà, on calibre un petit peu. Hem, alors, on va aller sur Base Row. Je vais partager mon écran à nouveau. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous déjà qui ont déjà testé Base Row, qui savent ce que c'est, et cetera? N'hésitez pas à me le dire. Merci aux gens qui nous rejoignent, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire bonjour. Cette petite matinale et vous arrivez, bah, pour la dernière partie, donc où on va parler de Base Row. Je vais partager tout de suite mon écran à nouveau. Je me suis perdu dans mes onglets. Hop, en même temps, en plus, je regarde le salut Ben qui nous rejoint. Alors, ça, c'est une très bonne question, Thomas. Je vais l'afficher, très rapidement parce que j'aime pas trop lire, les questions, parce que je trouve ça un peu pénible, les gens qui lisent tout le temps, les commentaires. Hem, il y a des choses qui existent déjà depuis quelque temps. Salut Martial qui nous rejoint, qui a accompagné ses enfants a priori. En fait, ça, c'est quelque chose qui existe depuis un moment, si je dis pas de bêtises, parce qu'il me semble que des outils comme Intercom et cetera font ça. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vu qu'elle le faisait très bien, parce que souvent, c'est surtout du matching de mots. Ils essayent de trouver des mots par rapport à une base de données que toi, tu as constituée. Mais il y a un peu cette idée, en fait. C'est-à-dire qu'après, ils te répondent pas. Alors, c'est pas exactement, ouais, ce que tu dis. Alors, ils font souvent, effectivement, avec des choix multiples. Des fois, ils essayent de te donner la réponse, mais c'est vrai que le plus souvent, ils essayent de te donner des liens vers ce qu'ils pensent être ce que tu leur as demandé. Donc, c'est vrai que c'est pas exactement pareil. Toi, ce que tu dis, c'est qu'en gros, un peu dans la même idée, mais l'IA, elle irait consommer les données des articles et puis, vraiment, faire la réponse. Bah, écoute, pourquoi pas, hein. Je pense que c'est sûrement vers ça qu'on tend, parce que c'est un petit peu ça que vendent les intercoms, Crisp, et cetera. Mais il faudrait que ça aille le niveau d'au-dessus, parce que, ouais, je suis assez d'accord que jusqu'ici, c'est quand même des choses assez basiques, un peu visibles, et très franchement, je trouve que ça marche pas très bien. Et moi, ce qui m'énerve profondément, c'est que souvent, ça t'empêche, en fait, de parler à un humain. C'est-à-dire que quand tu lances le chatbot, tu penses que quand tu poses ta question, tu vas avoir quelqu'un qui va te répondre, et en fait non, tu as des suggestions, de réponses qui sont en général, pas super ouf. Et malheureusement, souvent, ce qui est pénible, c'est que, bah, en plus, ils te bloquent vachement. Tant que tu as pas consulté ce qu'ils te proposent, et cetera, bah, tu peux pas aller, avoir la réponse d'un humain. Donc voilà. Peut-être que là, des fois, il faudrait mieux une intelligence artificielle qui marche bien que ça. Et salut Chuck Norris. Donc voilà. Bon, écoutez, on passe sur Base Row, et on aura l'occasion, je pense, de reparler de toutes ces questions. Et salut Bertrand aussi, bah, merci à tous ces vous nous rejoignez pour la fin de l'émission. Allez, on va tester ensemble Base Row. Donc voilà, Base Row, c'est une alternative open source à Airtable. Donc il se présente vraiment comme ça, hein, c'est un marketing quand même assez, direct. Hem Et voilà, donc c'est vraiment, on voit, hein, dans les captures d'écran, bah, ça ressemble beaucoup à Airtable. Alors voyons tout de suite, ce que ça fait. Alors l'avantage que ça soit open source, c'est que déjà c'est potentiellement gratuit, mais c'est gratuit si vous l'utilisez, si vous l'hébergez vous-même. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je montrerai dans une autre vidéo, dans un autre live, parce que ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ça peut être assez technique, mais justement, je me renseignerai pour voir s'il y a moyen de le faire de manière pas trop compliquée. Vous le voyez ici, il y a des options. Mais ça, on va passer là-dessus, et on va aller directement dans créer un compte. Alors, alors je crois que j'ai pas encore de compte, donc voilà, on va voir ça comme ça, vous voyez toute la procédure, vous allez voir si c'est rapide ou pas. Alors j'ai déjà un compte, donc j'avais déjà oublié, OK, login. Le problème, c'est est-ce que je vais me souvenir de mon mot de passe? Normalement, je le mets plus ou moins, souvent le même, voilà, c'est bon. Donc vous voyez, ça fait longtemps que je m'étais inscrit, puisque leurs termes et conditions ont changé. Ah bah oui, non, mais c'est le test que j'avais fait, en fait. Je me souviens, je croyais que je l'avais hébergé moi-même quand j'avais fait le test la dernière fois, mais en fait, non.
Donc voilà, et bah, écoutez, alors comment ça marche? Donc on est, ici, hem, donc ici, il y a une notion de groupe. Déjà, je me souviens plus exactement comment ça fonctionne, hein, très honnêtement, donc là, je redécouvre avec vous. Donc là, on est dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord, il y a différents groupes. Alors je crois que les groupes, c'est un peu l'équivalent des workspaces dans Airtable, et donc ici, en fait, on voit dans chaque groupe les bases de données. Alors je vais créer un nouveau groupe, qu'on va appeler, la matinale. Hop, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors putain, j'ai écrit ça n'importe comment. Je suis rename, hop, matinale. OK, donc ici on voit, alors on peut ajouter des membres. Voilà, donc ça, oui, effectivement, je me souviens que j'avais fait, on avait fait ça, on avait testé. On peut inviter, donc OK, non, on veut pas ça. Comment on revient en arrière? Je pense qu'on doit repasser par le dashboard, et ici, donc si je vais dans la matinale, et bien ici, je vais pouvoir créer une nouvelle base de données, alors soit depuis, de rien ou d'un template. Alors allons regarder leurs templates. Les templates, c'est souvent un super bon moyen de voir un petit peu ce qu'un outil un petit peu a dans le ventre, donc voilà, on va voir ça. Donc Baserow, effectivement, hein, Bertrand, salut, qui nous dit: «Il y a une offre SaaS». Donc Baserow, c'est comme beaucoup d'outils open source, hein, en fait, c'est souvent d'ailleurs leur modèle de financement, en tout cas une partie de leur modèle, c'est de proposer en sous de récupérer le code et d'héberger soi-même l'outil, ou alors d'utiliser eux-mêmes, d'utiliser leur offre d'hébergement, et souvent elles sont assez compétitives aussi. D'ailleurs, on pourra aller regarder peut-être le pricing de Baserow après, si on n'oublie pas. Et merci Baudouin aussi qui nous précise que Baserow a un module make. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc il y avait déjà une API, ça je m'en souviens, mais le fait d'avoir un module make, évidemment, c'est extrêmement pratique, pour pouvoir, bah, voilà, plus facilement, se connecter, travailler évidemment comme on ferait avec Airtable. Alors ici, les templates, qu'est-ce qu'on a? On a des templates de, gestion de projet, évidemment, sur du marketing, voilà, pour gérer des posts, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? C'est assez joli, je dois dire. J'ai utilisé pas mal NoCoDB, qui est une autre alternative open source, qui est un petit peu plus technique et qui est un peu moins jolie du coup, je dois dire. Ah voilà, ça m'intéresse, un outil de gestion de podcast, donc avec les épisodes, les guests, ça c'est pas mal. C'est pas mal, peut-être on va regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous inspire? Alors pour les startups, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les roadmaps produits évidemment. Bon écoutez, non, on va partir sur le content manager. On va faire use this template. Donc là, il nous installe la base. Je vais revenir voir vos commentaires pendant ce temps. Voilà, et c'est bon, et donc on a ici maintenant dans notre groupe La Matinale, ici notre base de données. Alors c'est marrant, quand on clique dessus, moi je m'attendais à ce qu'on ait, la base, toujours pas, il faut cliquer sur une table. OK, donc alors déjà, donc il y a pas c'est la présentation est pas la même que Airtable, heureusement. Alors je suis désolé, je vais un peu comparer tout le temps avec Airtable, mais évidemment c'est un peu notre référence quelque part, et ce qu'on veut voir, c'est, bah, à quel point ça peut être un peu, compétitif. Alors on a les titres, donc là le primary field, on peut éditer les champs, on peut trier avec ces champs, on peut dupliquer les champs. Ici, donc on a la même notion de vue, donc on voit, hein, qu'on a une vue Kanban potentiellement, alors qui est, disponible en premium uniquement. Donc là, on commence à voir un petit peu les contours du freemium. On a une galerie. Est-ce qu'on a une galerie déjà? On a un formulaire, évidemment. On va regarder, hein, le formulaire. Alors, on a quelque chose de très, 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 très similaire à Airtable. Est-ce qu'il y a éventuellement des fonctions qui peuvent être un peu différentes? Non, ouais, c'est vraiment, très, très similaire. Non, là, il y a vraiment rien de différent. À part qu'on peut personnaliser gratuitement, ça c'est quelque chose qui est en premium dans Airtable, donc ça c'est intéressant. La vue Kanban, bah alors allons voir le pricing tout de suite quand même. Alors là, je crois que vous voyez pas la vue pricing. Hop, très rapidement, le pricing. Donc en free, on peut faire pas mal de choses, 3000 lignes par groupe, donc par base de données, 2 gigas, donc ça on est sur des choses un peu similaires. À 5 $ par mois, on a déjà accès à pas mal de choses. On voit, on a accès à toutes les vues. Alors il y a des vues qui arrivent, qui ne sont pas encore disponibles. Alors là, il y a un truc qui est intéressant, il y a une vue survey qui est disponible, qui n'existe pas dans Airtable, qui est probablement une vue de formulaire, mais qui permet de faire des sondages plutôt.
Et voilà et à 20 $ par mois et ben, on a beaucoup plus de lignes. On a 2 fois plus de lignes que dans Airtable, ça c'est important à noter. Et puis, voilà, après le reste a l'air assez similaire. Voilà, je sais pas si au niveau du pricing vous voyez des différences, mais voilà. Ah, je vois que les ouvriers viennent d'arriver, à ma fenêtre, donc désolé s'il y a un petit peu de bruit. Voilà, on va voir. Hem, on revient, alors là, on est dans notre base, donc là, on a des filtres, tout pareil, hein, que dans Airtable, donc là, rien de spécial. On a du tri, on peut partager les vues. Si on partage ici, on peut restrict avec un password. Alors ça, c'est pas mal aussi, ça, c'est quelque chose qui est payant, dans Airtable, il me semble, ça on n'a pas accès, en gratuit, donc ça peut être assez pratique. Par contre, si on veut cacher le logo, bon, bah, il faut payer, donc ça va encore. Les couleurs, donc on peut, mettre des couleurs sur suivant avec des règles, donc ça, c'est payant et puis on peut cacher des fields. Bah, écoutez, ça me paraît, pas mal. Alors, oui, alors c'est vrai que pardon, je suis désolé, c'est vrai que j'ai passé un peu vite la notion de pricing parce que là, ce que je vous ai montré évidemment, c'est sur l'offre SaaS, et par contre, si on est, alors ça, c'est assez intéressant. Attendez, je vais le remettre, hein. Merci Bertrand, tu fais bien de souligner ça. Ça c'est quand même assez important à noter. Donc là, on est sur le hosted. Hosted, c'est l'offre SaaS. Voilà, donc vous êtes comme je suis là sur le basedrow.io, donc équivalent vraiment à Airtable. Et en self-hosted, donc c'est vous qui hébergez votre propre instance sur le cloud. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que tout n'est pas gratuit néanmoins. Donc il y a quand même la version open source, donc où vous avez pas mal de choses, mais il y a certaines choses qui sont payantes, même avec la version, que vous allez héberger vous-même. Ça, c'est un modèle qui est de plus en plus fréquent, en fait, dans les outils open source. Vous avez une version community et une version entreprise, par exemple, enfin là, c'est pas exactement comme ça que ça se nomme, où vous avez certaines fonctionnalités qui sont, même si vous hébergez vous-même, vous devez néanmoins payer une licence, alors qui est potentiellement moins chère, évidemment, puisque vous ne consommez pas des ressources de l'hébergeur. Mais voilà. Et notamment, ce qui est important, par exemple, c'est que même en entreprise, si vous voulez héberger vous-même, il y a toute une partie potentiellement que vous allez devoir payer parce que c'est aussi pour le support. Et notamment, par exemple, là, ce payment by invoice, voilà, ça c'est vraiment réservé aux entreprises, pour avoir une facture que vous payez au lieu de mettre sa CB. Voilà, il y a pas mal de grandes entreprises qui ont un peu du mal avec ça, le fait de générer une CB. Ça, c'est un truc, moi, qui m'a toujours fait halluciner, mais quand on a eu l'occasion, des fois, de travailler avec des grandes entreprises, c'est toujours une galère pour les faire payer un hébergement à Webflow, un truc comme ça. Je citerai pas de nom, mais c'était vraiment incroyablement difficile. Tant et si bien on a fini par payer pour eux d'ailleurs, une société, du CAC 40, hein, pour pas les citer, mais qui vraiment, qui arrivait pas à arriver à générer une CB, dans leur compta. Enfin bref, c'est toute une histoire, c'était assez pénible, mais je vous passe les détails. Bah, écoutez, voilà, Baserow très rapidement, donc vraiment en quelques minutes, j'essaye de regarder est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez voir dans Baserow? Donc on a des relations, hein, évidemment. Voilà, alors les commentaires ne sont disponibles qu'en premium aussi, ça c'est intéressant. Alors je trouve qu'en fait, c'est toujours la question, moi, qu'il faut se poser, je pense, hein, quand on regarde les pricing et cetera, c'est: est-ce qu'on a besoin des fonctionnalités premium? Et par exemple, les commentaires, moi, je sais que c'est quelque chose qu'on utilise très peu, par exemple, chez Contournement, alors qu'on utilise énormément Airtable et donc très franchement, si on nous les enlevait, ça serait pas très grave, quoi. On paierait pas forcément pour ça. Donc voilà, moi, j'ai l'impression que là, les fonctionnalités, de Baserow, alors le Kanban, payant, ça, c'est un peu dommage, je trouve, mais par exemple, le fait de pas pouvoir, si on partage une vue, de pas pouvoir, enlever le logo, je trouve que c'est de bonne guerre quand on utilise un outil gratuitement. Pourquoi je parle de ça? C'est que moi, je suis assez convaincu qu'il faut payer pour les outils, hein, quand on en a besoin, mais ce que je regarde aussi, c'est quand même toujours ces questions d'accessibilité et notamment là, je pense aux associations parce que les associations, il y a souvent, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont beaucoup de freins par rapport à Airtable parce que c'est un outil, américain, parce que c'est un outil qui n'est pas open source, qui est fermé, qui est propriétaire, comme on dit et voilà et je trouve que Baserow peut être une bonne alternative, notamment pour les associations. Parce que, bah, il y a cette possibilité d'héberger soi-même ou alors même d'utiliser en SaaS. C'est une société européenne, donc déjà ça rassure un petit peu certaines associations. Puis voilà, hein, c'est des choses un petit peu de principe, des questions d'éthique. Après, on peut en débattre longuement. Moi, je trouve qu'il y a des associations qui pourraient utiliser Airtable, mais voilà, à défaut, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Baserow fait très proprement et beaucoup plus simplement que NoCoDB, que je testerai peut-être, je ne sais pas si vous l'avez testé, mais je le testerai peut-être dans une prochaine, matinale. Mais là, j'ai l'impression de ce que je vois, c'est que c'est très, très propre et que ça peut faire vraiment
le minimum dont on a besoin pour, voilà, organiser ses données de manière propre. On va dire se sortir d'Excel, quoi. Alors certes, il y a pas toutes les fonctionnalités d'Airtable, mais il y a aussi dans Airtable, il y a plein de choses que la plupart des gens n'utilisent pas au quotidien, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse, si ça vous évoque, quelque chose, mais voilà. Des relations, attendez, je vais regarder un petit peu les différents types de champs qui sont disponibles. Donc single line of text, les relations, des nombres, des booléens. Alors est-ce qu'il y a des formules? Alors il y a des formules très intéressants. Très intéressant. Alors là, les amateurs de Notion vont je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ils ont complètement pompé l'éditeur de formules dans Notion. Là, on va dire là, alors là, pour le coup, ils se sont complètement éloignés d'Airtable. Là, c'est du Notion, pur et dur, quoi. Et en même temps, pourquoi pas? Parce que très franchement, je trouve qu'il est très bien fait, puisque on a les champs qui apparaissent tous ici et après on a les descriptions des formules, qui apparaissent aussi avec la syntaxe, alors je sais pas ce qu'il y a comme formule, je suppose qu'il y a ça, voilà, upper, voilà la fonction ici et après ensuite je peux mettre mes champs, et cetera, donc ça c'est assez intéressant. On va mettre ça, test, hop, on va create. Voilà, donc ça c'est juste le champ en majuscule. Donc voilà, les formules, alors je sais pas quelle est la profondeur des formules. Est-ce qu'il y a une petite documentation ici quelque part? Où est la documentation? Alors hop, les formules. Je me balade dans la documentation, je vais vous partager après. Je vois pas si voilà, understanding formula. Je mets ça dans l'écran. Alors effectivement, par contre, Thomas, a raison. Ça, c'est vraiment incroyable que alors cela dit, ça fait pas longtemps que c'est possible dans Airtable, mais dans Notion, on peut pas sauter aller à la ligne, dans l'éditeur de formules et ça peut être assez pénible pour des formules complexes. C'est quelque chose qu'ils ont rajouté que très très récemment dans Airtable, mais par contre, c'est vraiment très bien fait dans Airtable maintenant, quoi. Donc ça, c'est cool. Alors voyons un petit peu les formules qui sont disponibles. Hem alors il y a pas mal de choses sur les types. Bon, c'est pas très lisible, la doc est pas très lisible, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Ça a l'air assez comparable que Airtable. Est-ce qu'il y a sur des formules sur les tableaux? Parce qu'il y avait pas mal de choses qui nous manquaient dans Airtable, je trouve. Attendez, sur les booléens, datetime. Même si ouais, il y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses sur les tableaux, ça c'est un peu dommage. Bon bref. Alors, Céline qui nous demande: «Est-ce qu'il y a des automatisations?» Je ne crois pas qu'il y ait des automatisations dans Base Raw. Je suis même sûr, en tout cas, qu'à date, il y en a pas. Donc comme le soulignait Baudouin, il y a la possibilité d'utiliser Make, hein, donc c'est quand même déjà pas mal, mais il y a pas d'automatisation interne. Alors on peut aller regarder d'ailleurs sur la page d'accueil, on peut aller regarder la feuille de route parce que je crois que leur feuille de route est, assez, visible. Hem Comme ça, on va voir. Donc là, on en est à donc voilà, mai, juillet. Donc ils ont le mode, voilà, donc les rôles, voilà, ça c'est intéressant. Donc ça, c'est plutôt entreprise. Donc improve voilà, OK. Ah ouais, donc ça, c'est vers la V2. Ah ouais, mais bon, OK, on n'a pas la suite de la feuille de route. En fait, c'est que ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'on a la feuille de route quelque part? Alors il y a une intégration Zapier apparemment peut-être. Ouais, il y a une intégration Zapier. Donc il y a N8N, Zapier et Make, donc ça c'est assez cool. Il y a une API. Hem, ouais, il y a pas leur feuille de route. Donc il faut savoir aussi qu'ils ont levé, 5 000 000 d'euros, hein, très récemment. Donc ça c'est assez intéressant. Une société qui est pérenne, voilà, hein, c'est important, hein, ça de voir ça aussi. Je pense que c'est une boîte qui va bien marcher, qui va prendre son temps, qui va aller sur des bonnes bases, qui peut itérer aussi plus vite. Il y a un truc qui est intéressant, en fait, quand on est un petit peu comme ça, un outsider par rapport à un outil comme Airtable, c'est qu'on peut regarder tout ce qui a marché, pas marché dans Airtable et puis, répliquer ce qui a bien marché et puis corriger les autres choses et se distinguer plus facilement. Donc des fois, ça peut aussi avoir un intérêt, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, je sais pas si vous voyez d'autres choses. Moi, ça me paraît, ça me paraît intéressant. Très franchement, je vais un petit peu plus
le tester. Voilà, je pense que je l'inclurai dans le cercle des ops. Voilà, je vais essayer d'héberger une instance, pour qu'on puisse le tester et puis voilà, comme ça, je vous pourrai donner accès à ceux qui le souhaitent, qui veulent tester, éventuellement Base Raw, comme ça. Alors bon, de toute façon, vous pouvez le tester aussi sur la version SaaS, hein, mais ça peut être pas mal aussi de voir un peu le côté, auto-hébergé, quoi. Et bah, écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette première matinale des ops. Merci d'avoir été là, de vous être levé tôt ou alors d'avoir rejoint en cours de route. Donc voilà un petit peu le programme qu'on a fait. C'était simplement donc une petite intro, un petit tour de veille donc qui ira un peu plus vite les semaines prochaines, hein, évidemment, sur les outils Airtable, Zapier, Notion, Make, Base Raw, N8N, NoCoDB, Tally, voilà tous les outils un petit peu d'ops. Et puis après, toujours dans la deuxième moitié, on fera un petit focus sur un outil plus précisément, ou alors sur un petit tuto, sur une petite astuce, sur un petit truc. N'hésitez pas si vous avez des idées, des suggestions, des choses que vous voudriez faire. Voilà, on va essayer un petit peu comme ça. Donc voilà, on va essayer de tenir la route. Peut-être que je vais décaler de 9 à 10, pas tant parce que j'ai pas envie de me lever, mais parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui m'avaient dit qu'ils accompagnaient leurs enfants entre 8 et 10, entre 8 et 9. Donc voilà, je me dis peut-être ça peut être sympa de décaler une fois. Je sais pas du tout. On va voir petit à petit. Voilà, moi ça m'a fait bien plaisir en tout cas. Donc, et N8N, j'ai déjà une instance d'N8N qui est auto-hébergée. Muriel, si ça t'intéresse, je peux te donner un accès. Et puis voilà, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire dans le cercle des ops. Je pourrais vous montrer éventuellement N8N. Ce qui est pas mal, c'est que je pourrais vous montrer d'ailleurs éventuellement comment on déploie assez facilement. On peut déployer assez facilement un serveur avec N8N installé dessus avec DigitalOcean. Donc voilà, ça c'est des choses que je pourrais vous montrer, hein. Ça me ramènera dans mon passé d'admin système, voilà, d'opérateur vraiment à l'ancienne. Donc voilà, on pourra. C'est des choses. Il y a des choses qui sont complexes et puis il y a des choses qui sont en fait finalement assez simples. Tant on peut suivre une documentation, mais ça peut être l'occasion de vous montrer ça. Donc, bah écoutez, je me le note. Et puis voilà. Donc, bah, écoutez, on se retrouve bientôt. Moi, j'ai une dernière news, c'est que cette semaine, alors ça n'a pas de rapport vraiment avec les ops, mais ça a rapport à Contournement, notre livre sort, hein, donc jeudi. Donc, soyez aux aguets. Évidemment, il y a une partie qui est dédiée aux ops dans le livre. Voilà, donc ça, on a très très hâte. Évidemment, vous allez en entendre parler un petit peu partout parce qu'on va s'en assurer. Voilà, donc le 1er décembre, c'est la sortie de notre livre. J'espère que la semaine prochaine, j'attends toujours de recevoir mes exemplaires. Donc voilà, la semaine prochaine, j'espère que je pourrai vous le montrer comme ça, fièrement. Donc voilà, ça c'est un petit peu le news un petit peu annexe, mais peut-être que j'en profiterai du live aussi pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a dans le livre sur les sujets d'ops. Voilà, et si vous voulez l'offrir à Noël, n'hésitez pas, évidemment, ça nous fera très plaisir. J'espère que ça fera plaisir à ceux à qui vous l'offrirez surtout. Merci beaucoup et puis moi je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, alors attendez, juste quand même que je vous dise, donc déjà si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Twitch, n'hésitez pas à le faire, ça c'est très important. Et surtout dans le calendrier, on a à midi une table ronde. Donc soyez là, hein, Baudouin et Cédric qui organisent une table ronde sur les side projects. Voilà, donc ça, il faut absolument que je regarderai aussi. Bon, je regarderai le replay malheureusement parce que j'ai un déjeuner. Voilà, il y a Julien qui est invité, donc qui a vraiment donc un des master side projects avec la veille de Julien que tout le monde connaît sur No Code News. Marc-Olivier Relat, donc qui est prof de chimie, dont Stade m'a beaucoup parlé, qui est un expert Glide, et puis Amine Bouhassoun, qui est aussi un expert des side projects et qui fait 10 000 heures, qui fait des formations notamment, et qui fait pas mal de choses autour des side projects. Donc voilà, soyez là à 13h. Et puis, il y a le mardi soir, évidemment, comme toujours, les mardis no-codiens de Stan. Demain, Amandine se met à Bubble, le no-code game jeudi. Enfin, vous voyez, maintenant, il y a énormément d'émissions sur la chaîne Twitch, donc vraiment, abonnez-vous. Voilà, ça va être, c'est voilà, le média du no-code par excellence. Voilà. Et oui, je pourrais dédicacer, je serais très timide, mais je dédicacerai les livres aussi, si vous le souhaitez. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt.